family is desperate for answers after a woman was found dead days after she went missing. 20-year-old Sarah Butler is from Montclair. Her Dodge Caravan was found in Orange. Her body later found at Eagle Rock Reservation in West Orange. Hello les crimes addicts, soyez les bienvenus pour ce nouveau dossier criminel dans Histoire de crime. Un dossier que la police ne prendra pas au sérieux, un dossier où il faudra l'intervention de gens comme vous et moi pour arrêter un tueur en crise meurtrière. Je suis Stéphane, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, laisser votre plus joli pouce bleu, un commentaire et tout ça pour aider la chaîne à grandir. Merci par avance. Cette affaire nous emmène dans l'état du New Jersey, à quelques kilomètres de la ville de New York. La ville de Orange est une de ces vieilles villes américaines situées dans le comté de Essex. Orange est une ville qui compte un peu moins de 30 000 habitants. C'est une ville de l'ère industrielle qui a connu la prospérité dans les années 60 et dans laquelle on peut voir aujourd'hui énormément de maisons abandonnées. Notre histoire de crime débute le 1er septembre 2016 dans l'une de ces maisons abandonnées. Il est 2 h du matin dans le nord de la ville d'Orange, plus précisément sur l'avenue Lakeside. Une maison vide est en proie à un incendie violent, à tel point que 5 villes avoisinantes envoient des pompiers en renfort afin de maîtriser ce feu, pensant qu'il pouvait s'étendre à l'ensemble des autres maisons du voisinage. Après un combat acharné, les pompiers réussirent à stopper l'incendie. En fouillant les décombres de la maison, un corps carbonisé est découvert. Les enquêteurs du service criminel des incendies de la ville de Orange se saisissent de l'enquête et se rendent sur les lieux. Le premier enquêteur dépêché sur les lieux déclarera « En 17 ans de carrière, je n'ai jamais vu un corps aussi abîmé ». Tandis que les pompiers avaient vaincu l'incendie et faisaient cette macabre découverte, les enquêteurs étaient conscients que parmi la foule rassemblée derrière les cordons de sécurité se trouvait probablement le tueur et incendiaire. C'est seulement après 2 semaines de recherche que le corps de la victime a pu être identifié, et cela grâce à ses empreintes dentaires. La victime était une femme d'origine afro-américaine, elle s'appelait Robin West, et c'était juste la première. The badly burned body of Robin West was found inside this house after the fire was put out back on September 1st. She reportedly worked as a prostitute out of a hotel in Union Township and was from Chester, Pennsylvania. Robin est originaire de Philadelphie. Issue d'une famille de 3 enfants, elle a 2 grands frères. Robin a eu une enfance difficile. Elle a vécu une partie de sa vie dans un centre pour jeunes en grande difficulté mentale et comportementale. Paradoxalement, ses proches la décrivent comme une personne aventureuse avec un caractère fort. Robin était la fille d'un assistant pasteur et d'une mère au foyer. Elle aimait chanter. Elle a quitté le domicile familial à 18 ans. Elle aurait eu 20 ans 4 jours après la découverte de son corps. Elle travaillait comme danseuse exotique et se prostituait déjà à Philadelphie. En août, Robin et une amie visitaient le New Jersey pour les vacances. Elles ne sont restées que quelques nuits, et le 31 août, alors qu'elles faisaient le trottoir pour gagner un peu d'argent, une berline grise se stoppa à leur hauteur et le conducteur la pointa du doigt. L'ami de Robin racontera plus tard aux enquêteurs que le conducteur semblait gentil et charmant. Il pointa Robin du doigt, un échange bref eut lieu entre eux, elle monta dans la voiture. Selon les déclarations de l'ami de Robin, ils ont dû se rendre juste après dans la maison de l'avenue de Lakeside pour conclure leur petite affaire. Nous sommes le 22 octobre 2016, 1 mois après la disparition de Robin, et le prédateur va à nouveau se remettre en chasse, et une nouvelle femme va disparaître. Joanne Brown, 33 ans, originaire de la ville d'Augusta située dans l'état du Maine. Elle est issue d'une famille très nombreuse d'environ une dizaine d'enfants. Toute la famille a déménagé à Newark à côté de Orange quand elle avait environ 5 ans. Selon ses proches, elle était gentille, charmante, mais avait de graves problèmes mentaux. Elle avait été diagnostiquée schizophrène et bipolaire, autant dire un cocktail relativement explosif. Après avoir quitté l'école, Joanne a travaillé comme danseuse sous le pseudo de London. Plus tard, pour joindre les 2 bouts, elle commença à se prostituer. Les membres de sa famille étaient vraiment inquiets pour elle. Ne supportant plus cette situation, Joanne décida de se prendre en main et de rentrer dans un centre de désintoxication. Elle y a reçu un traitement pour se sevrer de ses addictions à la drogue, et elle a également été encadrée et a reçu de nombreux conseils pour se reconstruire. Mais c'était trop dur pour elle. L'après-midi du 22 octobre 2016, Joanne et une amie étaient en train de traîner dehors. Elles étaient à un angle de rue devant un petit fast-food local, le Popeye, situé dans le sud de Newark, à côté de Orange.
Un homme qu'elle ne connaissait pas s'est arrêté avec une berline grise dans l'angle de la rue. Il est environ 1h de l'après-midi. Il pointa du doigt Joanne et elle prit contact avec le conducteur, monta dans sa voiture et s'éloigna. Joanne n'avait pas son téléphone avec elle, et dans la voiture, elle demanda à l'homme si elle pouvait utiliser le sien pour appeler une amie. Juste pour lui dire où elle était, où elle allait, et dans combien de temps elle allait revenir. Bizarrement, l'homme accepta. Évidemment, elle ne savait pas vraiment où l'homme la conduisait. La voiture s'arrêta dans un endroit où le tueur avait préparé son piège. C'était une maison abandonnée sur Island, à Orange. Sur place, le cauchemar a commencé pour Joanne. Le tueur lui a d'abord enroulé la tête avec du scotch, puis l'a étranglée à mort. Juste après le meurtre, le tueur a eu une réaction étrange. Il a téléphoné à l'ami de Joanne grâce au numéro qui était encore enregistré dans sa liste d'appels. Quand l'ami de Joanne a décroché, le tueur n'a pas prononcé un mot. Elle a juste entendu sa respiration. Puis il a raccroché. Quand son ami a tenté de rappeler, personne n'a répondu sur le téléphone. Il s'écoulera environ 1 mois et demi avant que le corps de Joanne ne soit découvert dans cette maison abandonnée. Le tueur frappera encore, mais combien de fois ? Tiffany Taylor a grandi dans la ville de Jersey City avant de déménager à Orlando, où elle a étudié la musique et la psychologie. Elle devient danseuse en parallèle de ses études. Lorsqu'elle tombe enceinte de son premier enfant, pour une raison inconnue, elle décide de quitter la Floride et d'aller s'installer dans le New Jersey. Ne trouvant pas de travail, elle dort dans sa voiture. Pour s'en sortir et joindre les deux bouts, elle commence à se prostituer. À cette période, elle rencontre un jeune homme de 13 ans, son cadet. Tiffany a 33 ans et l'homme 20 ans. Il est obsédé par elle. Il la supplie de coucher avec lui, jusqu'au jour où il lui propose de l'argent pour avoir une relation sexuelle tarifée. Elle refuse et refuse encore, jusqu'au mois d'avril 2016, où finalement, elle dit oui. Mais Tiffany a une idée derrière la tête. Elle veut le voler. Elle se rend chez l'homme, et quand elle se retrouve dans la chambre, elle lui demande de payer d'avance. Après avoir récupéré l'argent, elle lui dit en substance « Ah zut, désolé, j'ai oublié les préservatifs dans ma voiture. Je vais les chercher et je reviens. » Je vous laisse deviner. Tiffany monte dans sa voiture et prend la fuite sans jamais retourner dans la maison. En novembre 2016, 7 mois après le vol, elle commence à recevoir des textos étranges provenant d'un numéro qu'elle ne connaît pas. C'est encore un homme qui la démarche pour avoir des relations sexuelles tarifées. Elle change de numéro, mais elle reçoit toujours ces textos étranges. Elle ne sait pas comment l'homme a pu se procurer son nouveau numéro. Tiffany refuse encore jusqu'à ce que l'homme lui dise qu'il lui payera la somme qu'elle veut, et là elle se dit finalement « Ok, elle a besoin d'argent ». On est le 15 novembre 2016 et elle prévoit à nouveau de voler cet homme. Le rendez-vous est donné sur le parking d'un motel, et lorsqu'elle retrouve l'homme, celui-ci au volant de sa voiture porte un masque de ski. Étrange. Il lui propose de la conduire dans un endroit calme et discret. Sur le trajet, Tiffany lui demande de s'arrêter car elle a besoin de faire pipi. Pendant que Tiffany faisait ce qu'elle avait à faire, l'homme s'approchait subrepticement derrière elle et lui porta un violent coup à la tête. Tiffany est sonnée. L'homme lui menotte les mains dans le dos et commence à l'étrangler. Il enlève son masque et Tiffany comprend que l'homme veut la tuer. Elle le reconnaît. C'est l'homme qu'elle a volé quelques mois auparavant. Pendant qu'il est en train de l'étouffer, elle le supplie de ne pas la tuer. Elle trouve la lucidité de lui dire qu'elle a laissé son téléphone au motel et que celui-ci contient tous les éléments qui permettraient de le retrouver. Notamment les messages écrits échangés entre eux. Il arrête subitement de l'étrangler et lui dit « Je te ramène au motel, tu vas récupérer ton téléphone, je te tuerai après. » Il installe Tiffany sur la banquette arrière et conduit tranquillement, comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, elle essaye de se libérer de ses menottes à l'arrière du véhicule. En arrivant sur le parking du motel, l'homme enlève les menottes de Tiffany et lui donne l'ordre d'aller dans sa chambre récupérer le téléphone. Elle se positionne juste devant lui pour se rendre à la chambre, et en arrivant, elle arrive à lui claquer la porte au nez et à prendre la fuite. Elle a sauvé sa vie. Le tueur commence à s'énerver, à crier, à taper sur la porte, et finalement prend la fuite. Tiffany appelle la police. Quand les agents arrivent sur place, l'intervention est filmée. On regarde ça maintenant. What injuries do you have? Look at my face and the duct tape. For the what? And the duct tape, my face. When did he duct tape you? Huh? In the car? In the car. So you let him duct tape you, or what happened? I just need to know. He put the handcuffs on me first. He choked me out and after he choked me out. What was all happened in the car? Yeah. Where were you parked at this time? Um, The gas station over there?
No, it was by the gas station. No. By the gas It was in station? that block. It was in his car. It was in his car. So he took the duct tape with him. Had to, yeah. And he just ran away? La victime suivante a un profil totalement différent des autres victimes. C'est étonnant car en général, un serial killer cherche des similitudes physiques et psychologiques ainsi qu'un profil social dans le choix de leurs victimes. D'ailleurs, les prostituées sont souvent la cible des serial killers, car ils savent que la police ne va pas mettre beaucoup de moyens pour les rechercher si elles sont portées disparues. C'est triste à dire, mais surtout aux États-Unis, ce sont des laissés pour compte. La prochaine victime n'est pas une travailleuse du sexe. Elle a une famille aimante, un beau cadre de vie et une bonne éducation. Elle est étudiante et a plutôt de bons résultats scolaires. C'est un profil qui contraste totalement avec le profil des victimes du tueur. C'est ce qui le mènera d'ailleurs à sa perte. Sarah Butler est une danseuse talentueuse au point de faire partie d'une troupe professionnelle. En 2016, elle commence à étudier à l'université de New Jersey City. Sarah est la deuxième enfant d'une famille nombreuse. Joyeuse et pétillante, elle a 2 sœurs. Sur son temps libre, elle est sauveteuse sur les plages. Elle vient de s'acheter une nouvelle voiture et a emménagé dans un logement étudiant de l'université où elle a du mal à se faire de nouveaux amis. Bref, une étudiante américaine classique. Pour passer le temps et rompre la solitude, elle décide de télécharger une appli de rencontre appelée Tagged. Tagged est une appli qui ressemble à Tinder et qui permet de rencontrer des gens avec les mêmes centres d'intérêt. Aux États-Unis, Tagged est utilisé par environ 30 millions de personnes. L'appli est en déclin depuis le lancement de Tinder. Énormément de jeunes Afro-Américains se trouvent sur cette appli. Vous comprenez pourquoi Sarah, qui se sentait seule après être arrivée dans cette université, utilisa l'appli pour se faire de nouveaux amis. Le pseudo de Sarah était Sarah Smile. Elle rentra en contact avec un homme dont le pseudo était Lil Yacht Rock. Après quelques messages, l'homme lui proposa 500 $ pour avoir des relations sexuelles tarifées avec elle. Étrangement, Sarah accepte cette proposition. D'ailleurs, durant l'enquête, les proches de Sarah ont été étonnés de ces messages qui pour eux ne correspondaient pas à son caractère et qu'elle accepte ce genre d'offre. Mais le rendez-vous est pris. Dans la nuit du 22 novembre, Sarah a emprunté le minivan de ses parents pour se rendre à la rencontre de Lil Yacht Rock. L'homme propose à Sarah de le récupérer devant la maison où se trouve encore le corps de Joan Brown. À cette date, le corps sans vie de Joan est toujours dans la maison, la tête enroulée dans de l'adhésif et ça depuis 1 mois. Ça démontre la perversité du tueur. Sarah arrive sur place. L'homme monte dans le van. Sarah conduit jusqu'à la réserve sauvage de Eagle Rock. Il est environ 11h du soir. Sur place, l'homme assassine Sarah en l'étranglant jusqu'à la mort, puis il l'abandonne à côté des rochers sous des branchages. Le matin suivant, les jours suivants, sa famille et ses amis cherchent à la retrouver. Ils demandent autour d'eux si quelqu'un sait où elle peut être, si quelqu'un l'a vue, si quelqu'un a pu la voir au téléphone. 3 jours après sa disparition, le minivan est retrouvé derrière un bâtiment abandonné par des amis à elle qui la recherchaient. La police est appelée sur place et des extensions de cheveux de Sarah sont retrouvées sur le plancher du van. La police n'est pas d'une grande utilité à ce moment-là. Ils ne font pas le rapprochement avec les autres victimes. Et c'est quand vous allez savoir qui a résolu cette affaire que vous allez bondir dans votre siège. La première chose que les amis de Sarah font après la découverte du minivan, c'est se rendre à son appartement pour consulter le contenu de son ordinateur portable. Une de ses amies, prénommée Samantha, connaît ses mots de passe. Elle commence à fouiller pour trouver ses derniers messages et son historique d'activité. Elle se connecte ensuite à l'appli Tagged dont je viens de vous parler, et elle tombe sur la conversation de Sarah avec l'homme dont le pseudo est Lil Yacht Rock. Les amis de Sarah décident alors de prendre les choses en main et créent un faux profil. Avec de fausses photos de profil et une fausse description, ils prennent contact avec Lil Yacht Rock. Les échanges de messages commencent. Dans le même temps, les amis de Sarah préviennent la police et leur transmettent les messages échangés.
Samantha propose un rendez-vous à ce mystérieux garçon. Tout naturellement, il accepte le rendez-vous. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a rendez-vous avec 2 inspecteurs de police de la ville de Orange. Pour être honnête, on ne sait pas vraiment grand-chose sur lui. C'est un garçon calme, plutôt renfermé, le genre de garçon banal qui ne fait pas parler de lui. C'est un garçon originaire de Orange. Il n'a pas beaucoup d'amis, il ne va pas aux fêtes, il ne fait pas de sport, il n'a pas de petit ami connu. Il a été diplômé de son lycée en 2014 et il a seulement 20 ans au moment des meurtres. Comme je vous l'ai dit, un garçon banal dont on n'a pas beaucoup à dire. Les seuls amis qu'il avait ont dit de lui qu'il parlait rarement. Il est issu d'une bonne famille, d'un bon quartier, d'une famille, et ça très très surprenant, travaillant dans le domaine judiciaire. Son beau-père est détective et son oncle aussi, à la police de Orange. Il a une chaîne YouTube où il partage sa musique. Après le lycée, il devient agent de sécurité dans un centre commercial et il espère devenir policier comme son beau-père. Ça me semble étonnant. Combien de policiers sont-ils déjà devenus des meurtriers ou de meurtriers qui sont devenus policiers? C'est une question que je me pose. On y reviendra plus tard peut-être un jour. Poursuivons. Quand les 2 policiers voient arriver Khalil, après la prise de rendez-vous sur l'application, rien ne se passe. Il n'est pas arrêté, finalement il est juste suspect, mais il n'a rien sur lui et il n'a rien à se reprocher à ce moment-là. Dans le même temps, les enquêteurs tracent le téléphone de Sarah pour savoir où il a été utilisé pour la dernière fois. Cela permettra de retrouver son corps. Sarah was last seen 2 days before Thanksgiving, right before a scheduled family trip to Jamaica. Quelques jours après, Khalil est arrêté. Les enquêteurs commencent à travailler sur sa personnalité et à relier les éléments entre eux. Les informations de son téléphone révèlent tous les endroits où il s'est rendu et tous les échanges qu'il a pu avoir. Il match également en temps et en lieu avec l'ensemble des crimes qui ont pu être relevés par la police. On apprendra plus tard lors du procès que lors des disparitions de Robin West et Sarah Butler, Khalil Wheeler avait été interrogé par la police. 2 fois. Et à chaque fois, il avait déclaré la même chose. Oui, il les avait vus, et quand il les avait vus, tout allait bien, elles étaient heureuses et en bonne santé. 2 téléphones ont été retrouvés par la police chez Wheeler. L'exploitation des 2 téléphones a permis de voir que Khalil avait fait de nombreuses propositions à de nombreuses femmes, et qu'il avait fait des recherches sur le moyen de dissoudre un corps dans des produits chimiques. L'exploitation des téléphones a permis de constater que lors de l'assassinat de Robin West, il était rentré chez lui, puis était revenu sur les lieux du crime pour observer la scène. Les enquêteurs ont pour hypothèse qu'il souhaitait simplement voir les réactions des badauds autour et des pompiers et des enquêteurs. Il a fait la même chose avec Tiffany. Il a observé les policiers lors de leur intervention au motel et n'en a pas raté une miette. Il y a eu 3 ans d'enquête sur le dossier Khalil Wheeler avant que son procès ne s'ouvre en 2019. Tiffany Taylor, qui a connu Wheeler avant qu'il ne commence à tuer, et essaye de la tuer elle-même, était le témoin clé du procès. Wheeler a plaidé non coupable à la barre. Khalil Wheeler a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation, dont meurtre, tentative de meurtre, enlèvement et séquestration. Il a osé déclarer à la barre, je cite, « Je suis le mauvais gars, c'est pas du bon boulot ». Le tribunal l'a condamné à 160 ans de prison. Je ne vais pas blâmer la police sur l'enquête, mais je me pose la question. Et si la victime n'avait pas été issue des minorités, Wheeler aurait-il été arrêté plus tôt? Les moyens mis en œuvre par la police auraient-ils été plus importants? Je pense que le statut social de laisser pour compte des victimes est un élément qui a permis à Wheeler d'agir plus longtemps. Son erreur, s'être attaqué à Sarah Butler qui avait une famille, des amis et un cadre social bien plus élevé que ses premières victimes. Allez, petite question de la fin, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez tendance à facilement accepter un rendez-vous sur une appli de rencontre? Et soyez honnête. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et laisser votre plus beau pouce bleu pour aider la chaîne à grandir.
Retrouvez également tous mes liens en description, Twitter, sur lequel je mets des photos qui ne pourraient pas passer sur YouTube, et sur TikTok, où je fais des courtes actus crimes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime.